Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 4, cycle des roches. Elle portera sur l'érosion et le transport. L'érosion. Les éléments qui constituent les manteaux d'altération seront érodés, arrachés de l'emplacement où ils ont été produits pour être transportés vers le bassin de formation des roches sédimentaires. Les agents d'érosion doivent être capables de développer de l'énergie pour éroder et transporter les matériaux d'altération. Ce sont le vent, la gravité, la glace et l'eau. L'érosion par le vent. L'érosion éolienne est dominante dans les milieux désertiques et arides. Elle est d'autant plus efficace que le vent est puissant et chargé de poussière. Le vent a plusieurs modes d'action. La déflation, elle consiste en un enlèvement des particules sur des formations friables ou meubles qui dénudent les sols et laissent les sols caillouteux. L'abrasion, c'est l'érosion par frottement. C'est une attaque par les particules quartzeuses arrachant les minéraux déjà disloqués par la thermoclastie ou même les minéraux primaires moins durs conduisant à des sculptures particulières telles que les roches en champignons. La corrosion, un cas particulier de l'abrasion, exercée par des vents violents fortement chargés d'abrasifs et issus d'une direction dominante. Des limites des buts allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelés déardants. Érosion par les glaciers. L'érosion glaciaire est l'ensemble des phénomènes d'érosion dus aux glaciers et aux rivières sous-glaciaires. Elle se produit sur les cercles glaciaires ou la vallée glaciaire. L'érosion glaciaire se fait principalement par deux processus. L'arrachement, la gélifraction ou bien la cryoclastie fragmente la roche en blocs qui vont être arrachés et transportés par le glacier. L'abrasion, les débris qui ont été arrachés par gélifraction sont piégés par la glace en mouvement sur le fond ou bien sur les bords du glacier, frottent et concassent et polissent la surface des roches de la vallée glaciaire et du cercle glacier. L'érosion par la gravité, les mouvements de terrain en masse. Chute de pierres et de blocs. La chute de pierres et de blocs est préparée par la fragmentation et la désagrégation mécanique. Ces blocs et ces pierres se détachent de la falaise sous l'effet de la gravité. L'écroulement. L'écroulement d'un bloc de plusieurs millions de tonnes et qui se désintègre en retombant en bas de la falaise en millions de fragments. Dans la taille vont du bloc aux particules très fines. La plus grande partie du mouvement de ces matériaux se fait verticalement. L'éboulement. L'éboulement, lorsqu'un morceau de la falaise est détaché, il se désintègre en plusieurs blocs qui vont dégringoler en s'éboulant. C'est l'effet de boule sur une pente sur plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, tant que la pente le permet. C'est l'effet boule qui affecte les blocs qui ont été arrachés. L'avalanche de débris. C'est une masse de blocs et de fragments de différentes tailles qui dégringolent sur un versant. On parle d'une avalanche de débris. Le glissement de terrain est un mouvement de terrain en masse qui affecte une quantité importante de roches friables. Lorsqu'un versant est imbibé en profondeur par de l'eau, sur une certaine largeur qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres et sur une profondeur de plusieurs mètres, le versant est déstabilisé et la roche atteint sa limite de plasticité et glisse sous l'effet de la gravité. Plus bas, le matériau déplacé peut atteindre sa limite de liquidité et se transforme en coulée boueuse et il coule. Une coulée boueuse ou de débris de terre, c'est une coulée qui a été engendrée par un glissement de terrain et qui va suivre soit les ravins, soit une route sans pente, s'ils la trouvent sur leur chemin. L'érosion par l'eau, ou bien l'érosion hydrique. L'érosion hydrique est un phénomène géologique qui peut présenter différentes intensités. Les gouttes d'eau ont un impact sur les particules du sol qui vont les éjecter sur quelques décimètres. Ce sont les premiers mouvements des particules du sol, puis commence l'écoulement des petits filets d'eau qui emportent des particules fines, donc ce sont des petits filets d'eau. Par la suite, ces petits filets d'eau vont s'anastomoser et s'enchevêtrer, puis se finir par devenir une nappe d'eau qui va décaper la surface du sol. Donc on a ici les petits filets d'eau qui s'anastomosent et qui donnent une nappe. Voilà, une nappe d'eau qui va couler en décapant les particules superficielles. Les nappes d'eau vont finir par se concentrer et vont raviner le sol et les manteaux d'altération. D'abord par des rigoles, ce sont des petits fossés qui ravinent le sol de quelques centimètres, une dizaine voire une vingtaine de centimètres. Alors généralement le labour suivant la pente aggrave ce phénomène-là et l'amplifie. Les ravines
lorsque les rigoles ne sont pas stabilisées par le labour en courbe de niveau, les ravines, ce sont des rigoles qui vont s'élargir et emporter toute l'épaisseur du sol qui a été fragilisé par le labour et qui est emporté sur une largeur de plus de 1 mètre. Si ces ravines ne sont pas stabilisées, ils se transforment en ravin. Le ravin évolue en profondeur, en longueur et en largeur. Il y a même des ravins secondaires qui peuvent naître sur les bordures des ravins. Les cours d'eau aussi peuvent être un moyen d'érosion, généralement lorsqu'on a une dynamique de méandre, une rive concave qui est sapée par l'écoulement. C'est au niveau de la rive concave que l'écoulement du cours d'eau est le plus important. Donc il y a des sapements, de l'érosion de la rive concave. Il y a la sédimentation dans l'autre rive. Le cours d'eau peut aussi agir par creusement de fond de chenal. Et on arrive à la troisième étape du cycle sédimentaire, du cycle des roches sédimentaires, le transport. Le déplacement des produits d'altération vers un bassin de dépôt. Il se fait à l'aide d'un agent de transport. Ces agents sont le vent, la glace, la gravité et l'eau, qui est le principal agent de transport. Transport par le vent. Le transport commence par la déflation qui enlève les particules fines et sableuses. Il s'ensuit 3 modes différents d'entraînement des particules: la saltation, la reptation, la suspension. La saltation affecte des particules moyennes de l'ordre de 0,05 à 0,5 mm. La suspension, c'est pour les particules très fines, inférieures à 0,05 mm. Et la reptation, ou le déplacement sur le sol, correspond aux particules grossières, supérieures à 0,5 mm. La saltation est un mouvement d'une série de sauts de particules de diamètre compris entre 0,05 et 0,5 mm. Après avoir sauté, les particules retombent sous l'action de la pesanteur. Leur impact fait bouger les particules grossières et il met en suspension les particules fines. La suspension, donc les fines poussières de diamètre inférieur à 0,05 mm, ne peuvent être emportées parce qu'ils sont généralement cachés sous les particules grossières. Ils ne peuvent être emportés que si elles ont été projetées dans l'air par l'impact des grains plus gros. Une fois parvenues dans la couche turbulente, elles peuvent être soulevées à de grandes hauteurs par les courants d'air ascendants et former des nuages de poussière. La reptation, les particules de plus grande dimension, 0,5 à 2 mm, roulent ou glissent à la surface du sol. Trop lourdes pour être soulevées, leur mouvement est déclenché par l'impact des particules en saltation, plutôt que par l'action des vents. Mécanisme à l'échelle globale des vents. L'effet d'avalanche. Lorsque le vent progresse, sa charge de particules augmente sans cesse à cause de l'impact de la saltation des particules moyennes, jusqu'à atteindre un maximum. À ce moment-là, l'énergie n'est plus assez suffisante pour garder toute cette charge, donc les particules vont se déposer. Le triage. Le vent déplace les particules très fines et très légères beaucoup plus rapidement et plus haut que les particules grosses. Il y a une redistribution et un classement en fonction des tailles des grains lors des retombées des particules. Le transport par la gravité. Il n'y a pas de différence entre le transport et l'érosion par la gravité parce que ça se fait sur une faible distance. C'est généralement sur des montagnes, en montagne, sur des pentes fortes et sur de courtes distances. Les colluvions, ce sont les éléments qui ont été arrachés au sommet du versant. Lorsqu'ils sont transportés sur le versant, ils vont provisoirement se déposer sur le versant et constituer des colluvions. Les dépôts de piémont, quand la pente est assez forte, les éléments arrivent jusqu'au pied du versant et se déposent. On les appelle aussi des glacis. Les cônes de déjection. En haute montagne, les ravins sont en pente forte. Un ravin est constitué par un bassin de réception, un chenal d'écoulement et un cône de déjection. Les éléments grossiers sont transportés dans les ravins par les écoulements d'eau, mais ils sont aidés par la gravité. Tous les éléments transportés se déposent en vrac dès que la pente forte s'arrête et constituent une formation sous forme de cône qu'on appelle cône de déjection. La lave torrentielle. C'est le même processus que le cône de déjection, mais ici ce sont des blocs énormes de plusieurs tonnes qui sont transportés par la gravité, aidés en cela par une eau chargée en argile qui facilite le glissement des blocs. Ici il n'y a pas de formation de cône de déjection, mais le bloc sont étalés le long des ravins. Seuls les fragments moins grossiers arrivent jusqu'au bout du ravin pour s'étaler en cône de déjection. Les mouvements de masse. Les mouvements de masse, comme nous les avons déjà vus dans la section érosion, ce sont des masses de matériaux qui impliquent la gravité, mais qui peuvent aussi impliquer l'eau. Transport par la glace. La neige se transforme en glace par compaction. La glace s'écoule comme un fluide visqueux et forme un glacier. Le glacier peut transporter les éboulis issus des versants. Certains blocs peuvent dépasser plusieurs mètres. Le transport par un glacier se fait à la surface ou près de la surface, le long des marges du glacier,
sous forme d'une moraine, on les appelle les formations glaciaires, on les appelle les moraines, sous forme d'une moraine latérale ou marginale. Alors nous avons des moraines latérales ou marginales. Si deux glaciers se rejoignent, nous avons ici les cercles glaciaires. Si deux glaciers de la vallée glaciaire se rejoignent, les moraines marginales vont devenir des moraines médianes. Auprès du fond, là nous avons le glacier en coupe. Près du fond, sous la glace, dans un tunnel ou un torrent sous-glaciaire, nous avons des moraines de fond. Sur la partie terminale du glacier apparaît la moraine frontale. C'est un mélange de tous les types de moraines qui se déposent après la fonte du glacier. Et nous avons aussi des moraines internes ici. Transport par l'eau. Modalité de transport par le cours d'eau. Dans un cours d'eau, le mode de transport des différents éléments dépend de leur calibre. Le transport en solution, ce sont les éléments chimiques dissous dans l'eau qui sont transportés sous forme de solution. Pour les éléments détritiques, il y a le mode de transport en suspension pour les argiles et les siltes ou les limons, et le transport par saltation pour les grains et les sables, le transport sur le fond pour les graviers et les blocs. Ce dernier mode peut se faire par roulement ou bien par traction ou glissement. Donc la charge de soute correspond aux ions qui sont transportés en solution dans l'eau. La charge en suspension est constituée par des particules argileuses et limoneuses dont la densité leur permet dans des conditions d'écoulement déterminées de se déplacer sans toucher le fond du lit. La charge de fond est formée par des matériaux trop grossiers pour être mis en suspension à cause de leur densité et à cause de la vitesse du courant. Ces particules glissent, roulent ou se déplacent par saltation sur le fond du chenal. Toujours pour les modalités du transport par l'eau, Jules Strom en 1935 a élaboré un diagramme qui illustre bien le comportement des éléments transportés par le cours d'eau en fonction de leur taille et de la vitesse du courant. Sur l'axe des abscisses, la taille des éléments en millimètres avec des graduations logarithmiques. Sur l'axe des ordonnées, la vitesse du courant en centimètres par seconde, là aussi avec des graduations logarithmiques. La courbe qui délimite la zone d'érosion transport et la courbe qui délimite les plages transport sédimentation. La courbe de l'érosion, la vitesse de courant est suffisamment élevée pour provoquer la mise en mouvement des particules déposées sur le fond et les maintenir en mouvement. Pour le transport, la vitesse est moindre, mais les particules peuvent être maintenues en mouvement alors que celles qui se déposent sur le fond ne peuvent être remises en mouvement. L'énergie nécessaire à l'arrachage des particules est supérieure à celle qui les maintiennent en mouvement. La sédimentation, si la vitesse du courant diminue pour une taille de particules donnée, celle-ci se dépose. La charge solide transportée par l'eau est le produit des interactions entre la masse liquide en mouvement, la surface du lit et les propriétés du sédiment. Une particule de 0,1 mm par exemple peut être érodée, mise en mouvement à partir du fond lorsque le courant est à 20 cm par seconde. Elle reste en mouvement pour un courant avec des vitesses jusqu'à 10 fois moins grandes, soit 2 cm par seconde. L'action de la vitesse du courant d'un cours d'eau sur les berges et sur le fond dépend de sa morphologie. La vitesse de l'eau d'une rivière varie depuis le fond jusqu'à la surface et depuis les berges jusqu'au milieu. La vitesse moyenne de la rivière est en fait la moyenne algébrique des vitesses mesurées aux différents points de la section du lit. Cependant, les sections sont diverses depuis l'amont vers l'aval. En montagne, les cours d'eau sont des torrents. À la sortie des montagnes, ce sont des chenaux anastomosés. Et plus loin, les cours d'eau sont soit droits et rectilignes, ou bien sur des pentes plus faibles, ils sont à méandres. Au niveau de l'embouchure, ils deviennent des estuaires où l'action de la mer domine, ou bien des chenaux en tresse au niveau des deltas. Les torrents, ils se trouvent en haute montagne et sur la partie amont des fleuves. Le chenal d'écoulement est généralement un ravin étroit à forte pente. Il y a encore de l'érosion, mais surtout le transport. L'écoulement y est torrentiel. À la sortie des montagnes, la pente est plus faible. Tous les éléments grossiers se déposent sous forme de barres. Le chenal est anastomosé. La vitesse est irrégulière. Elle dépend de la largeur des sous-chenaux. Plus en aval, la pente est encore plus faible. Le chenal peut être droit et rectiligne à section symétrique. La vitesse du courant croît en allant depuis le fond vers la surface et depuis la rive vers le centre. Pour des pentes encore plus faibles, le chenal est à méandre. La vitesse sur la rive concave est la plus élevée et elle est érosive, alors qu'elle est quasi nulle sur la rive convexe. Le profil transversal des cours d'eau est non stabilisé.
Il peut varier d'emplacement et divaguer latéralement selon les crues. C'est le lit mineur ou le lit d'étiage. Il est souvent limité par les berges. Lors des crues, le cours d'eau peut déborder hors du lit mineur et peut recouvrir en partie ou la totalité de la plaine alluviale. Il est alors délimité par le lit majeur. La prochaine vidéo, on continuera dans le chapitre 4, le cycle des roches, et elle sera consacrée à la sédimentation dans les milieux continentaux. Je vous remercie.